Bonsoir, bien plus que des musiciens, ce sont d'authentiques légendes que j'accueille ce soir. 40 ans de scène, 5000 concerts dans le monde entier. Je crois qu'aucun groupe français n'est comparable à la carrière incroyable de mes deux invités de ce soir. Bonsoir. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai même pas besoin de vous présenter tellement que c'est évident. Tout le monde a dansé sur votre musique. 40 ans, vous revenez à Paris pour un concert. Hommage à Jacob. Jocelyne, Jean-Claude. L'hommage à Jacob, c'est quelque chose auquel vous teniez. Ah oui. Jacob de Varieux, évidemment, était une personne éminente dans le groupe Cassav. Son absence, c'est ce que vous avez voulu honorer, c'est ce que signifie ce concert, vous souvenir. Absolument. Et puis, il fallait faire un hommage à hauteur de la personnalité. Donc, on a décidé de faire une tournée carrément après. Et puis, la tournée, ma foi, ça se présente sous les meilleurs auspices. Et puis, on continue à lui rendre hommage. Alors, les gens se rendent peu compte, s'ils ne prêtent pas attention à ce que c'est vraiment l'actualité musicale et l'évolution de la musique, à l'importance que vous avez eue au XXe siècle, au XXIe siècle. Mais quand on pense que les trois grands mouvements inventés, je dis bien inventés au XXe siècle, le jazz, le rock et le zouk, 4 mouvements musicaux en 4 lettres qui ont bouleversé. Vous saviez, quand vous avez commencé en 81 à être choriste, à vous glisser dans le monde de la musique, que vous alliez avoir cette incroyable histoire. C'est inimaginable quand on est une jeune fille. Totalement inimaginable. Moi, je crois qu'on pouvait rêver, mais ce qu'il y a de bien, en fait, c'est que les choses sont arrivées au fur et à mesure. Donc, on n'a pas pris la grosse tête et on a fait les choses. Et c'est maintenant, quand on se retourne ou quand on entend parler les gens, qu'on se rend compte de tout ce qu'on a fait. Ma grand-mère, je vais vous parler de ma grand-mère, j'aime bien parler de ma grand-mère. Elle me disait toujours, je me souvenu quand j'ai regardé les films et documentaires sur vous, les gens ne sont pas grands par rapport à ce qu'ils ont construit ou gagné. Ils sont grands par rapport au bonheur qu'ils ont amené lors de leur passage sur Terre. C'est exactement ça. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument, absolument. Je voudrais vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu, Okay. que vous avez senti 1000 fois, mais jamais vu. Puisque vous avez des spots dans les yeux quand vous êtes en concert, vous ne voyez pas les millions de sourires que vous faites éclore dès que vous jouez, dès que commencent vos concerts. Cette explosion de joie, c'est d'abord ça, Cassav. Tous les soirs, nous désemblés, c'était en tradition. Ça, nous préfère. Pour vous faire ça. Pour vous faire ça. Pour vous faire ça. Pour vous faire ça. Quand vous êtes sur scène, vous les sentez, ces sourires? On les voit de temps en temps, mais on est plutôt concentré. Parce qu'il ne faut pas se tromper, il faut rester concentré. Une musique qui rend heureux comme ça, c'est presque une médecine, non? Mais c'est exactement le texte, d'ailleurs, du morceau. Zoukla, c'est le médicament donné. Qu'est-ce que ça dit, cette chanson? C'est le seul médicament qu'on ait. Alors, je voudrais maintenant vous parler d'un quartier qui s'appelle Petit Paradis. Tout à fait, c'est le mien. La petite fille qui est née à Petit Paradis, et alors l'école communale, le plateau Fofo, c'est ça? Et vous décidez, vous n'allez pas faire une carrière de chanteuse, puisque vous voulez faire dentiste, vous venez en France pour être dentiste, après vous faites les beaux-arts, après vous faites choriste. Mais quel parcours! C'est vrai. Quand vous retournez sur ce parcours, ça vous inspire quoi? Je dis que la musique est venue et a volé ma vie, en fait. J'ai eu beau essayer de faire autre chose, et, au fur et à mesure, elle m'a agrippée, et voilà. Et j'ai eu la chance
de rencontrer mes copains de Kassav. J'ai eu la chance d'être appelée un jour à chanter avec eux. Alors, parce que ce qu'il faut bien comprendre, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais ce ne serait pas la première ni la dernière. Kassav, ce n'est pas du tout 3 copains de lycée qui se mettent ensemble et qui font un truc. Il y a vraiment eu un casting de Kassav. Tout à fait. Vous pouvez me raconter un petit peu ça? Tout à fait. Jacob, Pierre-Édouard, mais surtout Jacob, a vraiment cherché des gens qui correspondaient à l'idée de ce qu'il voulait faire. Et ça a été progressif, que ce soit Patrick, que ce soit Jean-Philippe, Jocelyne ou moi. Ça a été vraiment des gens qui ont été choisis de manière bien précise. Alors, ils avaient cette idée de mettre plus d'idées américaines, d'un mélange. Vous avez beaucoup participé à cette élaboration du son Kassav. Ces mélodies, cette puissance rythmique, mais aussi les arrangements des cuivres, des violons. C'est un peu la patte de Jean-Claude Nemro. De Jean-Claude Nemro, non. Ce serait prétentieux de dire que tout le monde a mis la main à la pâte au fur et à mesure que les albums se sont faits d'année en année. Tout le monde a eu l'opportunité de mettre ce qu'il savait faire. Jean-Philippe Martelly, par exemple, a toujours été très puissant dans sa manière de voir les cuivres, par exemple. Georges, par exemple, on prend le morceau Zoukla, c'est le médicament, il y a une note de basse, une note, tout le titre. Personne n'a jamais pensé à faire ça, ni avant ni après. Tout le monde aurait dit, un bassiste normal aurait dit, non, c'est pas possible de faire ça. Et pourtant. Est-ce qu'on vous a demandé, quand vous avez commencé à avoir du succès, à faire des castings et rentrer dans le Kassav, est-ce qu'on vous a dit, bon, le créole, si vous pouvez chanter en français, ça nous arrangerait pour avoir du succès? Disons qu'on a entendu souvent, ouais, mais on ne comprend pas les paroles. Et moi, je répondais à ça, est-ce que vous comprenez toutes les paroles de Michael Jackson? Non. Et c'est l'anglais, on l'apprend à l'école. D'ailleurs, Sony nous a demandé de chanter en français un moment quand on a signé chez Sony. Non, ça a été. Si on a signé avec Sony, c'est parce que ce sont les seuls qui ont accepté ils ont essayé de ne pas quand se mêler. même un petit en peu. Espagnol, oui. Voilà. Ils ont en espagnol. On a toujours refusé de chanter. À une époque, on entend beaucoup parler d'Anna Nakamura avec des gens qui règlent leur fond raciste sur le dos de cet artiste. Elle ne parle même pas français. Je rappelle que les 2 groupes français qui ont le plus cartonné dans le monde, c'est Gypsy King qui chantait en espagnol et les autres qui chantaient en créole. Voilà. Puisqu'on parle du créole, vous savez qu'il y a des questions surprises dans cette émission. La première, c'est Georges Décimus. Ah ouais? Et il a une question à vous poser en créole. En créole, d'accord. Alors, bonjour numéro, bonjour Béoir. En question, on y a posé les autres. Dis-moi qui j'ai préféré Jacob T. Cabrel qui est arrivé aux Antilles. Gros bisous et en gâteau une réponse à d'autres. C'est le même canne? Non, absolument pas. Alors, c'est quoi le jus de Corosol? Corosol, oui, Corosol. Le jus de Corosol. Ouais. C'est ça? On est bon? C'est ça, on est bon, Georges? Il n'arrivait pas là. C'était sa question. Quel était le rôle humain de Jacob? Parce qu'on a l'impression qu'autour de lui, il y a non seulement une importance musicale, mais une importance humaine. Disons que c'était celui qui était le plus calme, celui avec lequel on n'avait pas besoin de réfléchir. Si on voulait lui parler, on pouvait toujours lui parler. Alors, quelquefois, il va faire ça si on arrive trop agressivement. Et moi, en général, j'arrive toujours... Je suis un peu une pile, quoi. C'était le bassiste, Non, on parlait de Georges ou de Jacob? De Jacob. Le guitariste. Non, Jacob, c'était le guitariste. Voilà, guitariste. Et Georges est le bassiste. Oui, Georges est le bassiste. Et Jacob, c'était quelqu'un d'extrêmement calme. Pas un mot plus haut que l'autre et compagnie. Donc, quand j'arrivais avec toute ma... Enfin, en volcan, quoi. Il me calmait tout de suite. Et c'était bien, quoi, parce qu'il me tempérait. Et c'était... Voilà. Donc, c'était quelqu'un, en plus, qui était organisé. Quand on devait faire, par exemple, les albums et tout, c'était lui qui s'occupait de gérer le planning de l'enregistrement, etc. Il était très... Enfin, il donnait beaucoup de son temps, quoi, beaucoup de son énergie. Quelle relation vous aviez avec Jacob? Des relations assez particulières parce que on ne partageait pas certaines choses comme le sport, par exemple, ni le côté culinaire, parce que moi, je suis très branché sport et culinaire. Mais par contre, de la musique, j'ai beaucoup échangé avec lui parce que lui, il amenait le côté rock. Moi, parce que lui, c'était les Beatles, tout le côté rock qu'il avait dans sa jeunesse. Moi, c'était plus les Rolling, c'était plus Otis Redding, James Brown. Donc, les deux univers ont fait que l'un a amené à l'autre quelque chose. En studio, c'était un peu, pas une rivalité, mais quelque chose qui amenait une positivité dans la manière de jouer les rythmiques de Kassav. Je voudrais que l'on montre une image délicate, mais qui, moi, m'a absolument bouleversé.
parce qu'elle dit que parfois la musique est plus forte que la mort. C'est extrait de quelques images qui ont été tournées lors des obsèques de Jacob de Varieux, c'était le 5 août 2021, des obsèques en musique et pleines d'amour. Donc Cassave le 18 et 19 mai à Paris. Un jour, on demandait à Duke Ellington comment vous avez fait pour garder un orchestre pendant 40 ans. Et il avait répondu a lot of love. Il faut beaucoup d'amour. Vous êtes d'accord avec cette définition, cette réponse? Tout à fait. D'ailleurs, Pierre-Édouard dit toujours, en plus, il dit avant l'amour, c'était le respect qu'il y avait dans le groupe et qui a fait que on a réussi finalement à devenir une pseudo-famille, quoi. C'est un peu ça. Vous avez senti l'importance politique et psychologique et historique et mémorielle et sensible que vous aviez pour la communauté antillaise à Paris? Mais je crois que c'était un peu l'objectif de Pierre-Édouard au départ. Cette musique devait être une musique plaisante, elle devait être gaie pour pouvoir un peu accrocher les gens, mais elle devait aussi parler de nous et redonner fierté et permettre aux gens en fait de se poser des questions sur qui ils étaient, d'où ils venaient, etc., etc. Donc c'était toute une construction, quoi. Et il était hors de question en fait de faire des choses un peu légères. On a eu des textes légers, on a eu des morceaux légers, et beaucoup de gens pensent que c'est la musique du soleil. Oh là, on va danser. Les cocotiers, les palmiers, le doudouisme. Mais les textes sont beaucoup plus profonds que ça, souvent. Bien sûr. Et voilà. parfois même politique. Est-ce qu'on vous a reproché certaines de vos positions quant à l'identité caribéenne, vue de Paris, vue du show business? Pas du tout, non. Pas du tout. Jamais, personne, non. Parce que vous vendiez beaucoup de disques, c'est ça? Non, pas du tout, mais parce que, comme Jocelyne vient de le dire, c'est subtilement dit. Pour reprendre le texte de Zokla Cessel Médicamanoni, ça a l'air comme ça d'une phrase qui ne veut pas dire grand-chose. Mais derrière tout ça, les politiciens antillais l'ont des fois reprise pour leur cause. Donc, et puis le peuple comprenait très bien de quoi il s'agissait. Exactement, donc c'est plus subtil qu'on ne pense. La scène qui dure 40 ans, avec ce même amour, il y a certains soirs où vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là, ou le truc est encore là? Non, personnellement, les rares fois où ça m'est arrivé en 40 ans, c'est parce qu'on a joué des fois dans des lieux... Non, oui, puis on a dû jouer des fois dans des lieux où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Parce que c'est quoi le lieu le plus... Ben, je sais pas, parce que des fois, pour n'en citer qu'un, parce que je me rappelle de Malange, on a joué au fin fond de l'Angola, où il y avait la guerre à quelques kilomètres. On entendait les mitraillettes au loin. D'ailleurs, la guerre s'était arrêtée. C'était arrêté pour le concert. Donc là, tu te dis, la veille ou l'avant-veille du concert, où tu es dans des bungalows, où il y a des scorpions dans la baignoire, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais bon, après, une fois que tu es sur scène, tout ça, c'est oublié. Il y a une deuxième question qui vous est adressée, et c'est par nos amis d'Ayam, Akhenaton et Shurink, qui vous posent une petite question justement sur ce plaisir de la scène. On les écoute. Salut à tous, c'est le groupe Ayam. Eh bien, j'espère que vous allez bien, Jean-Claude, Jocelyne, toute l'équipe, ça fait plaisir. On est très heureux que vous repreniez la route et surtout à l'honneur, à la mémoire de notre grand frère Jacob. Ça nous touche énormément. Alors la question qu'on voulait vous poser, c'est est-ce que vous, comme un peu nous, avec les années qui passent, vous prenez toujours autant de plaisir sur scène? Est-ce que la scène est devenue le plaisir central dans la musique? Et est-ce que pour vous, c'est des moments où vous réalisez la chance que vous avez de jouer devant un public et de partager cette musique-là? Parce que c'est des vrais moments de fête chaque soir quand on joue. Voilà. Savoir si vous prenez ce plaisir-là encore plus que quand vous étiez jeune. On vous embrasse très fort et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et de super bons concerts à venir. Yes, à bientôt. Merci. Oui, je répondrai, je l'ai écrit dans mon livre, je dis que même quand je n'ai pas assez dormi, dès que j'arrive sur scène et que j'entends la musique que me livrent ces messieurs, mais je retrouve toute mon énergie et j'ai toujours un vrai bonheur. Et c'est très étonnant parce que, bon, j'ai plus 20 ans, il y a plein de gens qui le savent,
et qui se disent on ne sait pas comment elle fait à son âge, comment elle fait pour avoir autant d'énergie. J'avoue que je ferai de plus en plus attention parce que je tiens à chanter longtemps. Vous savez, Aretha Franklin, elle se disait qu'est-ce que je fais là? J'ai plus l'âge et tout. Et dès la première note, c'était reparti, quoi. Ben, c'est ça. Hein, c'est ça. Ouais. C'est ça. On va écouter une question de quelqu'un qui vous aime beaucoup aussi et qui a une petite observation assez fine à vous proposer et à vous soumettre à votre perspicacité. C'est la merveilleuse Angélique Kidjo. Chère Jocelyne et cher Jean-Claude, j'ai une question pour vous. Quelle est l'influence de la musique africaine dans la musique zouk et quelle est l'influence du zouk dans la musique africaine? À tout bientôt, j'attends votre réponse. Et je vous aime très fort. Elle est formidable, cette question. Parce qu'il y a eu, effectivement, pendant 40 ans, une autoroute qui va dans les deux sens. Dans les deux sens. Autant on a amené quelque chose aux Africains, notamment aux Camerounais, parce que je suis... Quand on vous voit à personnellement, Conakry, le concert... Oui, à Abidjan, et ils nous ont amené tellement dans les rythmiques. Donc c'était dans les deux C'était sens. dans les deux sens. C'était dans les deux sens. Mais la musique, c'est comme ça, je crois. Exactement, exactement. Donc la musique n'aurait pas de... Pas de frontières. Il n'y a pas de frontières, ni de culture supérieure à une autre. Exactement. Aucunement. C'est de l'échange, quoi. C'est de l'échange, voilà, voilà. Quand vous entendez des musiciens, des rappeurs modernes qui sont inspirés de vos rythmes, quand vous entendez des musiciens antillais, mais de Haïti ou ailleurs, qui se disent « Waouh, ça me plaît » et qui, 20, 30 ans après vous, reprennent vos trucs, ça vous fait quoi? Ça ne peut faire que du bonheur. On se dit au moins on a été là pour quelque chose, on a servi à quelque chose. On n'était pas inutile. On n'était pas inutile. Ben oui, ben oui. On se rend difficilement compte de l'importance musicale que vous avez eue, mais dès qu'on fouille un petit peu ce que vous avez laissé traîner comme invention musicale, j'ai reçu quelques messages cette semaine de gens me reprochant de vous recevoir et me disant « Ah mais pourquoi vous les recevez? C'est une émission de jazz, Mélodie Nocturne. » Eh ben, j'ai pas beaucoup de manières de répondre, si ce n'est que de rappeler votre présence lors du dernier 27e festival d'Antibes Jean Lépin 86. On vous écoute avec ces cuivres que Duke Ellington n'aurait pas reniés. On a l'impression des fois que c'est Tina Turner qui vous a inspiré. C'est quoi les chanteuses de jazz de la musique nord-américaine qui vous a inspiré? Ah, moi j'aimais beaucoup Sarah Vaughan. Ah ouais? Comment elle s'appelle? Carmen McRae. Carmen McRae. Ouais, moi j'aimais beaucoup parce que je trouvais qu'elle chantait comme on parle dans la rue. Et c'était naturel et ça m'emportait. Mais j'aimais beaucoup le son de voix de Sarah Vaughan. Mais j'ai énormément écouté Ella Fitzgerald, évidemment. Ben, c'est la patronne, et puis toutes les autres, hein, je veux dire, ce sont... Mais... Pardon. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu as dit juste avant? Tu as dit que quelqu'un t'avait demandé pourquoi il nous a invités. J'aimerais dire à cette personne que le plus grand jazzman de tous les temps, c'est Miles Davis, n'est-ce pas? Attendez une toute petite seconde. Moi, j'ai un truc à dire. Ah, plutôt à vous montrer. Magnéto. J'ai donné à Marcus l'album d'un groupe qui s'appelle Kassou. Vous en avez déjà entendu parler? Ils font un rythme qui s'appelle zouk, un style qui s'appelle zouk. Ils ont une section de cuivre française. Ça sonne afro-cubain, mais ils mettent de la samba et de la rumba ensemble, et des beats africains, et du rock contemporain. Ça sonne bien. Bon, là, plus jamais personne vous reprochera de venir dans une émission de jazz. Parce que je pense que quand on a joué à New York, la première personne qui était assise là, c'était Miles Davis. Il est venu nous voir à New York. Donc, tu vois? Waouh. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux J'ai rajouter? rien à dire d'autre. Moi non plus. Et il a même ajouté que le zouk était la musique du futur. Voilà.
Je le laisse dire. Donc, tu vas dire à ces gens... Moi, je l'ai que lu bon, dans une interview du New York Times où il disait, pour moi, il y a deux musiques du futur, Prince et Kassav. C'est pas mal. Ah ouais. Pas mal du tout. Je voudrais qu'on parle un petit peu de politique maintenant, enfin plutôt de mémoire et d'histoire. Vous chantez en créole, vous incarnez une culture créole puissante, avec une mémoire puissante. Est-ce que vous avez conscience, parfaitement conscience, un peu conscience, ou est-ce que vous êtes écrasé par la responsabilité de cette transmission de la mémoire et de cette revendication de la mémoire? Bien sûr. C'était voulu au départ. En fait, les premiers albums de Kassav, qui, en fait, ils avaient pris en base rythmique le goka, les rythmes du goka, parlent énormément de l'histoire. Pourquoi? Parce que cette histoire-là, elle a été occultée pendant des années. Et Pierre-Édouard avait envie que tout le monde se pose la question. Parce qu'en fait, si on veut avoir un avenir, il faut savoir d'où on vient, il faut savoir ce qui s'est passé avant et défaire les choses qui nous empêchent d'avancer. C'est tout. Donc, c'était un peu... On devait, pour Pierre-Édouard, devenir un exemple, devenir une espèce de phare, une locomotive, en fait, qui entraînerait tous les autres, si tu veux. Et en même temps, on faisait nous-mêmes ce travail-là également. Et quand on est antillais et qu'on arrive des Antilles à Paris, dans les années 70 ou 80... Et on habite à Créteil dans une tour et tout d'un coup on allume un poste, on dit ça oui. Votre premier concert au Zénith, c'est un événement politique gigantesque pour la communauté. D'autant plus que les médias français ne nous ont pas suivis du tout, en fait, puisqu'ils ne nous connaissaient même pas. Ouais, et on a rempli le Zénith. Non, mais le Zénith a été rempli. Un mois avant. Et c'était impossible à l'époque. Ils n'ont pas compris comment on est arrivé à remplir le Zénith. La langue créole, vous l'avez connue quand c'était mal vu, interdit oui, vu notre âge, oui, bien entendu. Moi, c'était interdit chez moi de parler créole. Donc le fait de chanter en créole, c'est aussi cette revendication-là. Il y a aussi un petit peu de ça. Ouais. On va écouter quelqu'un qui parle de la langue, qui parle de la poésie et de la langue comme une arme poétique. Christiane Taubira. Aurais-tu, à travers tes pérégrinations avec Kassav, mais également dans ta trajectoire personnelle, avec cette belle personnalité qui s'est consolidée, qui a rayonné, telle que tu nous l'as donné à voir à travers le temps, est-ce que tu aurais fait l'expérience de la mondialité, au sens où l'entendait Édouard Glissant, à savoir cette relation que, par exemple, la musique et les expressions artistiques et culturelles permettent de créer en liant et en reliant les cultures entre elles, en provoquant un langage commun malgré les différences de langue. Poésie en tête, poésie dans le cœur. Quand le monde va si mal, n'avons-nous, nous, rien à faire pour qu'il aille mieux? As-tu fait cette expérience de cette mondialité? Très belle question. La mondialité qui lie les cultures. Voilà, qui n'est pas la mondialisation. Évidemment, en tant qu'artiste, on est obligé de rentrer un peu dans la mondialisation puisqu'on vend nos produits. Mais pour parler de la mondialité, je crois qu'aux Antilles, on est tellement... Déjà, on est à un carrefour. Déjà, la construction même des Antilles, il y a tellement de peuples qui se sont retrouvés là, qui se sont mélangés, les cultures qui se sont rencontrées et qui ont fusionné pour donner ce que nous sommes aujourd'hui. Donc déjà, nous sommes de bons représentants justement de la mondialité. Et ce qui fait que, d'ailleurs, c'est pas étonnant que Kassav ait réussi à jouer dans 83 pays. Puisque justement, les gens, automatiquement, ils se sentent concernés par ce qu'on raconte. Parce qu'on est un petit bout d'eux. C'était ce mélange qui a fait votre richesse extraordinaire. Mais exactement, exactement. Et comme de toute façon, la musique, c'est un langage universel. C'est un langage poétique. Je ne parle même pas des textes, je parle de la musique elle-même. Il y a des morceaux qui vous font pleurer, même si vous ne comprenez pas les paroles, même si ce n'est qu'un violon ou quelque chose comme ça. Donc, automatiquement, cette expérience-là, on la vit tous les jours. C'est clair. Jean-Claude Nembro, comment est-ce que, quand on entend ça, l'importance des Caraïbes, comment ça se fait que, quand on regarde les grandes musiques qui ont influencé le XXe siècle et qui influencent encore aujourd'hui, le reggae, la salsa, le compas, le zouk, comment ça se fait que tout est dans ce petit coin de la planète? J'ai toujours pensé ça. J'ai toujours pensé que nous, on est l'éruption volcanique. Vous êtes le centre du monde, c'est ça? Le centre du monde, c'est un petit peu prétentieux. Mais je veux dire, beaucoup de musiques sont parties de là parce que les esclaves sont venus là, d'Afrique, d'Inde, un peu partout, et ça a créé un petit volcan qui, musicalement, ça a sorti le reggae et toutes les musiques, le zouk, etc. Le zouk, et ça a réinondé toutes les autres parties.
on a redistribué les cartes. Quand vous voyez des jeunes gens de 15-20 ans à vos concerts, ça, vous savez que c'est papa-maman qui a amené, 15 ans, mais des fois, gentil, ils viennent tout seuls. 7 à 77 ans. C'est carrément ça. Vous êtes les Tintins des Caraïbes. Voilà. On vous écoute le concert des 40 ans. C'était à la Défense, une soirée inoubliable. Est-ce que vous aimez les anciens? Mion. C'est pour vous. Dis chérie, jour là, c'était un jour qui bénit. Des jours comme ça, c'est un cas, toujours plus belle, plus belle. Oui, moi, garde chez moi, chanter l'amour. Malgré tout ça, j'ai moins fille qui t'est famille. À présent, doudou, moi constaté, c'est où qu'il a vu moi. Merci, bon Dieu, on y va! Joli! Quand on entend la foule entière connaître la chanson, mais ça doit faire un effet incroyable. Hein. Non seulement ils connaissent les chansons, mais ils connaissent le moindre riff de cuivre, les chœurs, tout, ils connaissent tout. Quelle magie, ça. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. C'est clair. Cette chanson a été reprise par une chanteuse espagnole, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai oublié son nom. Ça a fait un tube, un carton. Un carton dans toute l'Amérique du Sud. C'est vraiment une immense chanteuse de là-bas. Elle est à l'Olympia l'an dernier. Ouais. Mais ils n'ont jamais dit que beaucoup de nos titres ont été repris en Amérique du Sud. Et ils disent jamais que c'est de Kassav. Et en fait, ici, parce que vous êtes du patrimoine, voilà. Non, mais ici, ils signent à leur nom. La plupart signent à leur nom. Oui. Ils savent que des avocats vont pas aller se battre avec les gens pour récupérer les droits. Ah oui, il y en a pas mal. Le truc, c'est que quand on a joué au Chili, il y avait 25 000 personnes devant nous. Le premier soir, la moitié de la salle est partie. Et j'ai été obligée d'aller en radio faire une interview en espagnol avec les bribes d'espagnol qui me restaient de l'école. Oui, bien. Pour expliquer que les morceaux étaient les nôtres au départ, parce qu'ils croyaient qu'on plagiait. Que vous plagiez les morceaux. Et en fait, le lendemain, ils sont tous restés et on a été... voilà. Quand on entend l'importance des percussions, des cuivres, les harmonies, les mélodies, vous, c'est les mélodies. Parce que Collé Serré, que tout le monde a dansé dans sa vie, c'est vous. Oui, c'est lui. C'est vous. Ce sens de la mélodie, c'est quoi? Peut-être, c'est difficile à expliquer. Déjà, c'est difficile de parler de... Ça vient tout de suite, tout seul, on s'assoit au piano? Non, mais j'ai eu un parcours classique quand j'étais très jeune, à l'âge de 7 ans. Ouais. Après, j'ai fait de la salsa un peu avec Guédon à Soukita. Après, j'ai fait de la variété française. Après, j'ai fait de la musique africaine. Ah oui, Eddie donc, Mitchell, le fait d'avoir fait peut-être toutes ces musiques à 360 degrés avant de réintégrer la boucle et le zouk, peut-être m'a fait avoir une manière de voir les choses mélodiques plus facilement que d'autres. Je ne sais pas. C'est difficile de penser. Alors, il y a quelqu'un avec qui vous avez joué. C'est Peter Gabriel. Oui. Eh bien, figurez-vous que Peter Gabriel, il est là. Il a une petite question à vous poser, à vous. Ah bon? Salut Jean-Claude. On m'a demandé de te poser une question. Et c'est celle-ci. Si tu peux échanger ta vie avec n'importe quel personnage de fiction pendant une journée seulement, c'est qui et pourquoi? Bientôt, j'espère. Alors, génial. J'ai toujours partagé pendant l'année et demie où j'ai passé avec Peter au moins une chose, le sens de je n'aime pas l'injustice. Et lui, à l'époque, il avait une association avec Bill Clinton pour donner des caméras aux gens en Afrique, aux journalistes, pour qu'ils filment les exactions de leur pays. Bref. Et moi, l'injustice, des fois, mes proches me disent « Mais pourquoi tu te mets dans des états comme ça? C'est pas ton problème. » Ça me tord. Et donc, si je devais choisir, peut-être, je sais pas, Spider-Man, parce que c'est le côté rendre justice, punir les méchants. Tu vois, bon, parce que bon, oui, Spider-Man, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir changer au monde? Apprendre à réfléchir, à regarder ce monde, de voir comment il est beau. Je sais pas. Quand on voit, on fait de la musique, on fait des morceaux, on espère que ça plaise aux gens.
On entend des gens qui viennent me dire « Ah, ça m'a soulagé, ça m'a... » truc. Tout ça, c'est de l'amour, tout simplement, quoi. Que les gens apprennent à aimer. Oh, que c'est bien Je crois que c'est ça. de finir cette émission sur cette idée que c'est de l'amour. Kassav, la musique, c'est de l'amour. Qu'ils apprennent à aimer. Dans cette soirée qui est un peu bousculée sur une chaîne info, je vous remercie d'avoir compris et accepté que l'information cruelle qui est en train de se dérouler nous est obligé à raccourcir cette émission. On aurait aimé vous recevoir jusqu'à 3h du matin. Et cette émission est un petit peu plus courte, mais ça nous a donné l'occasion de vous entendre et surtout de vous remercier. Parce qu'on ne dit jamais assez merci aux artistes. Et comme disait ma grand-mère, vous êtes des grandes personnes. On finit avec la musique Soleil et Tomber l'État. Tomber l'État veut dire quoi? S'évanouir. Bon, on va essayer de ne pas s'évanouir quand on ira voir votre concert. C'est le 18 mai à l'Accor Arena, le 19 mai à Adidas Arena. Le 18, je crois que c'est plein. C'est complet. Mais le 19, si vous il reste encore pendant 10 minutes places. après cette émission, il reste encore quelques places. Jean-Claude Dembrot, merci. C'est moi. Vous enchanter. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Cette maison est la vôtre. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Soleil qui a levé